Bonjour à toutes et à tous. Les circonstances font que je suis contraint d'enregistrer une nouvelle fois de chez moi, de mon bureau, dont vous pouvez admirer l'ordre, ou plutôt le savant désordre derrière moi, qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Enregistrer la conférence donc qui était prévue le 12 décembre. J'ai demandé à Cathy Pesti de mettre en ligne les textes de cette conférence, ce qui m'a permis, seul avantage relatif de ces nouvelles conditions, de faire une sélection de textes beaucoup plus longs, puisque la mise en ligne permet en quelque sorte, de prévoir un plus grand nombre de textes auxquels vous pouvez vous reporter et que naturellement je ne vais pas lire pendant cette heure de conférence. Hein. Je réduis comme la dernière fois autour d'une heure, sachant qu'une heure et demie devant un écran pour les spectateurs auditeurs, c'est assez fatigant. Et confidence pour confidence, c'est également assez fatigant pour le conférencier. La conférence du 23 janvier bien, n'aura pas lieu non plus à cette date. Les textes sont prêts. Nous verrons avec Cathy Pesti si nous faisons un nouvel enregistrement ou bien si cette conférence du mois de janvier pourra être reportée et qu'elle pourra, dans ces conditions, se faire en vrai, ce qui me serait infiniment plus agréable et je pense aussi pour vous. La conférence du 12 janvier, donc la quatrième de ce cycle consacré au fantastique, du fantastique à la science-fiction au 19e siècle, va évoquer le fantastique fin de siècle. Ce qui fait que par rapport à la conférence précédente, qui portait sur le fantastique romantique, deuxième époque, et sur le fantastique balzacien, j'ai délibérément opéré un saut chronologique. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que, bien entendu, à partir des années 1850 et jusqu'aux années 1870, et même au-delà, on a la continuation du fantastique selon les codes, les thèmes et même le style du romantisme. Donc, ce que j'aurais été amené à dire à propos de ces textes-là n'aurait pas apporté grand-chose de plus à ce que j'avais pu évoquer précédemment. La seconde raison, c'est que à partir du milieu du siècle, va véritablement apparaître le roman d'anticipation qui sera l'objet de la conférence initialement prévue le 23 janvier, qui sera peut-être enregistrée ou qui sera de préférence reportée. Pourquoi parler du fantastique fin de siècle? Eh bien, tout simplement parce que vous avez un mouvement littéraire et plus généralement artistique et esthétique qui est le décadentisme, lequel va se combiner d'une certaine manière avec un autre mouvement légèrement plus tardif qui est le symbolisme, et que le décadentisme va également privilégier dans sa thématique tout ce qui relève du fantastique, de l'étrange, du bizarre, du surnaturel, de l'occulte, etc. En d'autres termes, euh, moins de nouveaux thèmes qu'une nouvelle façon d'aborder le fantastique vont apparaître à partir des années de la fin des années 1850 et jusqu'au-delà de la Première Guerre mondiale. Et le décadentisme s'intéresse tout particulièrement à tout ce qui concerne ce qu'on appellera la beauté sulfureuse, la cruauté, le vice, la perversité, notamment érotique.
vous trouverez dans les histoires littéraires que l'on fixe comme point de départ à ce mouvement décadent la date de 1884 avec le à rebours de Joris Karl Huysmans. On peut discuter cette affirmation, peu importe, cela donne un point de départ commode. Mais bien entendu, ce décadentisme a été précédé par toute une série d'œuvres dans lesquelles on peut déjà apercevoir l'émergence de certains thèmes qui vont occuper une grande place dans la littérature décadente. Et donc le genre fantastique ou la dimension fantastique présente dans de nombreuses œuvres vont évoluer. Dès Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, qui paraissent en 1874, qui est riche de tous les codes abondamment illustrés par le romantisme, le fantastique, et c'est peut-être le plus important, ne vaut pas tant comme finalité, ce que vous pouviez trouver, en particulier chez Nerval, ou chez Théophile Gautier, chez Balzac ou d'autres, mais apparaître comme un moyen particulièrement efficace de faire passer tantôt une provocation, tantôt une dénonciation, le plus souvent d'affirmer une volonté esthétique. Si relativement peu d'écrivains de cette époque vont se consacrer avant tout à l'écriture fantastique, en revanche, nombreux sont les auteurs qui tantôt vont écrire quelques textes fantastiques qui peuvent éventuellement être marginaux dans leur production, tantôt introduire du fantastique dans leur fiction en lui conférant une valeur esthétique particulièrement travaillée. Ainsi, pour ne parler que de lui, cette forme privilégiée du fantastique qui est le conte, évidemment particulièrement bien illustré pendant la période romantique, va se faire plus maniéré, il va comporter de riches descriptions, il va accorder à l'exotisme et à l'érotisme une grande importance. De surcroît, le conte fantastique va être aussi l'occasion de faire de la critique sociale, souvent dirigée contre le matérialisme bourgeois, ce qui prolonge le romantisme également. Vous trouverez cela en particulier dans les contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Et par ailleurs, les symbolistes imprégnés de décadentisme vont également avoir largement recours aux contes, et les contes symbolistes se rapprocheront plutôt de la fable ou de l'allégorie. Alors parmi les textes que je vous ai choisis, figurent un certain nombre d'œuvres qui ne sont que rarement évoquées, et j'ai pensé qu'il était peut-être plus intéressant pour vous d'avoir l'occasion de lire quelques pages de ces œuvres, sinon oubliées, en tout cas sortant rarement du cercle étroit des 19e. Le premier que je vous ai proposé, c'est un roman de Paul Féval, père. Vous savez qu'il y a Paul Féval père et puis il y a Féval fils. Paul Féval qui, dès 1856, va reprendre à son compte une des thématiques du fantastique romantique abondamment illustré, qui est le thème du vampire. Et en l'occurrence, il va s'agir d'une vampire. Et donc, la vampire, qui est le premier roman d'une trilogie consacrée au vampirisme, la vampire qui paraît en 1856, se situe, et c'est pour ça que je l'ai choisi, se situe à l'époque du Consulat, et donc combine tous les prestiges et toutes les séductions du roman historique et du roman fantastique version vampirisme. Et
incidemment, vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de bandes dessinées très, très récentes qui vont traiter la période révolutionnaire, consulaire, voire impériale, sur le mode du fantastique ou de l'étrange et du surnaturel, et comme une résurgence de ce qui avait déjà été parfaitement mis en place par Paul Féval. Et donc, que raconte La Vampire, qui est un roman assez long, si on résume de manière très très condensée l'intrigue, nous sommes très exactement au moment du complot de Georges Cadoudal contre le premier consul Bonaparte, et une série de disparitions mystérieuses qui se produisent dans Paris ne peuvent s'expliquer que par les agissements d'une vampire. Cette vampire, vous ne serez pas surpris de savoir que c'est une comtesse hongroise. Les vampires viennent de Transylvanie, c'est bien connu. La comtesse Marciane Grégory, qui est souvent nommée Adéma dans le roman, hein, c'est son pseudonyme, qui évidemment se livre à toute une série d'agissements criminels. Et donc vous verrez le passage que je vous ai choisi, et que on lira tout simplement la dernière phrase qui évoque une peur qui se répand sur la ville, euh, et en même temps une sorte de dégoût généralisé devant l'amoncellement de cadavres qui ont été vidés de leur sang. Tout cela était si invraisemblable et si fort que vers le soir, Paris se mit à douter, il y en avait trop. Tout avide qu'il est des drames rouges ou noirs, Paris, rassasié cette fois, se sentait venir la nausée. Eh bien, le roman de la vampire va être en quelque sorte une mise en texte de cette nausée devant les crimes plus horribles les uns que les autres. Et donc, oui, nous sommes en 1856. Incidemment, donc, nous sommes sous le Second Empire, et Paul Féval, en une sorte de clin d'œil, nous ramène aux origines du bonapartisme. J'évoquais tout à l'heure Villiers de l'Isle-Adam, et donc le deuxième texte que j'ai choisi est extrait des Contes Cruels. Alors les Contes Cruels sont parus en 1883, et le conte, non pas le plus, peut-être le plus représentatif, mais qui a plusieurs épigones dans la littérature de Villiers-l'Isle-Adam, c'est Véra. Véra qui était paru précédemment en 1874. Alors, que se passe-t-il dans Véra? Donc je vous ai fait un petit résumé, je le lis. Le comte d'Atholl est en deuil, sa femme Véra est décédée subitement. Après avoir passé la journée dans le caveau, il en a jeté la clé, suite à sa décision mystérieuse de ne plus revenir. Il se rend dans la chambre de Véra où rien n'a bougé, il n'a plus aucune raison de vivre, il se remémore leur rencontre et leurs 6 mois de bonheur. Un serviteur venu voir son maître est empli de terreur, car le comte fait comme si Véra était toujours là. Il fait renvoyer tous ses serviteurs, sauf un nommé Raymond, afin de s'isoler encore plus du monde avec la femme de sa vie. D'abord sceptique, inquiet, Raymond va se laisser entraîner dans ce mirage, ce qui va lui causer une grande peur, une véritable terreur. Et le comte est à ce point persuadé d'être avec Véra qu'il semble qu'il y ait effectivement une sorte de présence supplémentaire dans l'hôtel particulier du comte. Pendant un an,
cette vie étrange se poursuit. Le soir de l'anniversaire de la mort de la comtesse, tout semble faire croire à son véritable retour dans la chambre. Elle veut revenir vers celui qui l'aime follement. Elle doit être dans sa chambre. Et le comte y croit tellement qu'il la voit et qu'il l'entend lui parler. Ils s'embrassent. D'un coup, il se souvient qu'elle est morte et toutes les illusions s'envolent. Alors qu'il pleure pour la retrouver, un objet tombe, la clé du caveau. Et c'est là-dessus que se termine le conte. Je vous lis simplement le dernier paragraphe. Oh, murmura-t-il, c'est donc fini? Perdue? Toute seule, quelle est la route maintenant pour parvenir jusqu'à toi? Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial sur la noire fourrure avec un bruit métallique. Un rayon de l'affreux jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau. On peut naturellement imaginer une suite terrifiante. Bien entendu, qui pense, qui dit, qui évoque fantastique fin de siècle, ne peut pas ignorer Maupassant. Très volontairement, je ne vous ai pas mis les contes, un des contes les plus connus de Maupassant, comme par exemple Horla, parce que j'ai pensé qu'il était peut-être plus significatif pour vous de vous rappeler que le premier texte de Guy de Maupassant, publié, est un conte fantastique qui s'intitule La main décorchée, paru en 1875 et paru d'ailleurs sous un pseudonyme que Maupassant ne réutilisera plus par la suite, qui est Joseph Prunier. Et c'est paru dans l'Almanach lorrain de Pont-à-Mousson. Mais c'est véritablement l'entrée en littérature, en tout cas l'entrée en littérature publiée de Guy de Maupassant en 1875. Et quelles sont les circonstances qui expliquent qu'il soit publié dans l'Almanach lorrain de Pont-à-Mousson? Tout simplement parce qu'il avait un ami, Léon Fontaine, et un cousin de cet ami dirigeait l'Almanach. Et cette nouvelle ou ce conte est inspiré par une visite que rendit Guy de Maupassant au poète anglais, à l'écrivain anglais qui est un écrivain décadent, qui est Algernon Swinburne. Et Maupassant reprendra certains éléments de cette main décorchée plus tard, en 1883, dans un autre conte qui s'intitule là plus sobrement La main. Alors, la main décorchée, vous repensez bien entendu à La main de gloire de Gérard de Nerval. C'est un thème fantastique très ancien, traité par le romantisme, repris à son compte par Guy de Maupassant. Et c'est évidemment le thème d'une main qui a une vie propre. Vous retrouverez ça plus loin dans la littérature fantastique, avec par exemple les mains d'Orlac de Maurice Renard, etc., etc. Bien. On pourrait faire presque une conférence entière sur les différentes versions de cette main coupée et des agissements de celle-ci dans toute la littérature. Alors, lors d'une soirée entre étudiants, un personnage, Pierre B, qui n'est jamais autrement nommé, ami d'enfance du narrateur, raconte comment
il a acquis la main écorchée d'un criminel célèbre du XVIIIe siècle. L'homme avait tué sa femme et le curé qui les avait mariés. Et il avait été supplicié après une longue succession d'autres crimes et délits. Le lendemain, le narrateur rend visite à son ami et constate que celui-ci a pendu la fameuse main à la sonnette de son appartement. Quand son propriétaire va exiger qu'il retire cette charogne, et Pierre va la placer dans son alcôve. Dans la nuit, le narrateur est réveillé par le domestique de son ami. Ce dernier est au plus mal. Quand le narrateur arrive, la police et les médecins sont déjà là. Je cite, il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair. Et il se trouve que la main d'écorché a disparu. 7 mois plus tard, Pierre va mourir fou dans un hospice. Ses dernières paroles sont « Prends-la, prends-la », il m'étrangle, au secours, au secours. Le narrateur accompagne le corps de son ami en Normandie où il doit être enterré et en creusant la tombe, les fossoyeurs découvrent la sépulture d'un homme dont la main coupée se trouve à son côté. Je vous ai mis l'intégralité de ce conte fantastique. On va simplement lire les dernières lignes. Tiens, s'écria un des hommes, regardez donc, le gredin a un poignet coupé, voilà sa main. Et il ramassa à côté du corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. Dis donc, fit l'autre en riant, on dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. Allons, mes amis, dit le curé, laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. Le lendemain, tout était fini, et je reprenais la route de Paris après avoir laissé 50 francs au vieux curé pour dire des messes, pour le repos de l'âme de celui dont nous avions ainsi troublé la sépulture. Que s'est-il passé? Les fossoyeurs, en creusant pour la tombe, sont tombés sur un cercueil dont ils ont fait sauter le couvercle. Ils ont aperçu un squelette couché sur le dos qui semblait encore regarder tout le monde de son œil creux. Et là, il y a une main à côté du squelette. Bien. Donc c'est une belle entrée dans le fantastique maupassantien. Ce n'est pas forcément le texte le plus connu, mais comme vous le savez, Maupassant va écrire toute une série de contes fantastiques, dont certains d'ailleurs seront en partie inspirés par les premiers accès de la folie qui malheureusement va l'emporter, folie causée par le dernier stade de la syphilis, dont Guy de Maupassant est en quelque sorte est un des écrivains qui représente le mieux les ravages de la syphilis dans la fin du XIXe siècle. À titre de complément, on peut évoquer donc l'autre conte de Maupassant qui prend comme thème une main, qui s'intitule La main, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc au milieu d'une assemblée, voilà le résumé, au milieu d'une assemblée, M. Bermutier, juge d'instruction, raconte une affaire inexplicable. J'ouvre une parenthèse, vous avez beaucoup de contes et de nouvelles de Maupassant qui commencent de la même manière. Vous avez une réunion d'amis ou de convives, et chacun ou l'un ou plusieurs d'entre eux vont raconter une histoire.
c'est un procédé narratif qui remonte au moins à l'époque romantique, où vous avez là aussi un certain nombre de fictions qui commencent de la même manière. Par exemple, Autre étude de femme de Balzac. Donc, ce juge d'instruction raconte une affaire inexplicable. Il exerçait à Ajaccio, devait s'occuper de vendetta. De quoi peut-on s'occuper en Corse au XIXe siècle sinon de vendetta? Un jour, un Anglais s'installe en ville et devient l'objet de rumeurs. Il serait, dit-on, un personnage en fuite pour une affaire politique. Tout le monde a un avis sur son compte. Cela va bientôt intéresser le juge, qui cherche à obtenir des renseignements sur cet Anglais qui s'appelle Sir John Rowell. C'est par la chasse que pratiquent les deux hommes que le contact se fait. Plus tard, l'Anglais va inviter le juge dans sa demeure et lui montrer sa collection d'armes. Au centre, attachée par une grosse chaîne au mur, une main d'homme coupée au niveau de l'avant-bras, noircie, desséchée par le temps. À l'expression de surprise sur le visage du juge, l'Anglais répond « C'est la main de mon meilleur ennemi ». Interrogé sur la raison de la chaîne, il répond que la main voulait partir. Le juge croit à une plaisanterie. Un an plus tard, il apprend que l'Anglais a été assassiné. Mort étranglé, et la chaîne qui retenait la main au mur a été brisée. L'homme semble avoir lutté car autour de son cou se trouvent des marques de strangulation. 5 trous au niveau de la gorge, ainsi qu'un bout de doigt sectionné. On ne retrouve pas le criminel. En revanche, la main refait son apparition, comme par magie, sur la tombe de Sir John Rowell, et il lui manque un doigt. Autre écrivain que l'on n'attend peut-être pas sur le terrain du fantastique, il s'agit de Léon Bloy. Léon Bloy, grand pamphlétaire, mystique, catholique, au style particulièrement remarquable de violence, de vitupération. Grand auteur, hein, Léon Bloy. Aujourd'hui, il serait immédiatement arrêté et traduit en justice pour le début de chaque phrase qu'il écrit pratiquement. Mais je vous en recommande vraiment la lecture, car c'est un auteur vraiment d'excellente qualité. Et par ailleurs, quand on s'intéresse au mythe napoléonien dans la littérature, Léon Bloy est un des auteurs les plus extraordinaires, puisque dans un petit texte qui s'intitule L'âme de Napoléon, Léon Bloy va jusqu'à dire que Napoléon, c'est celui qui annonce le retour sur terre du Christ. Il est, je cite, le précurseur de celui qui doit venir. Je rappelle que le précurseur, c'est un des qualificatifs pour Saint Jean-Baptiste. Très difficile d'aller plus loin dans le culte de la figure napoléonienne, un texte de 1912. Bien, non, mais Léon Bloy écrit, va publier un recueil intitulé Histoire désobligeante en 1894, et l'histoire désobligeante que j'ai choisie s'intitule le terrible châtiment d'un dentiste, que je vous laisse déguster, et peut-être que celles et ceux d'entre vous qui ont eu de temps à autre quelques moments difficiles dans le cabinet d'un dentiste prendront une sorte de revanche symbolique en lisant ce qui arrive à un dentiste sanguinaire. D'ailleurs, je vous recommande la totalité des histoires désobligeantes de Léon Bloy. Un autre auteur tout à fait intéressant, que en général
dont on ne retient en général le nom que pour l'associer à un texte qui s'intitule Le livre de Monel. Il s'agit de Marcel Schwob, lequel a écrit aussi un recueil de nouvelles intitulé Cœur double, publié en 1891. Et l'histoire que je vous ai reproduite, en tout cas en partie, s'intitule Les Striges. Je rappelle que les Striges, c'est dans la tradition, depuis l'Antiquité, dans la tradition de l'étrange, du surnaturel, etc. Ce sont des figures féminines particulièrement redoutables. Et cette histoire va mettre, mettre en scène, encore une fois, ces figures dont je vous lis un passage. Lorsqu'on veille les morts, on peut entendre les striges. Elles chantent des airs qui vous emportent et auxquels on obéit malgré soi. Leur voix est suppliante et plaintive, flûtée comme celle d'un oiseau, tendre comme les gémissements d'un petit enfant qui appelle. Rien ne peut y résister. Le point de contact entre les striges et les sirènes, hein, par exemple. Et donc, celui qui raconte cette histoire évoque la mort d'une femme. À travers la maison, j'entends des hurlements et des pleurs. La maîtresse était morte à la tombée de la nuit. Les servantes déchiraient leurs robes et s'arrachaient les cheveux. On voyait une seule lampe comme un point rouge au fond de la chambre, etc., etc. La morte était couchée sur le lit. Elle avait la figure verte et une multitude de petites rides autour de la bouche et aux tempes. Donc il veille la morte et il va entendre, parmi les huées du vent, un son strident, aigre et tendre. On eût dit qu'une petite fille chantait pour supplier. Le monde flottait dans l'air et entrait plus fort avec les souffles qui éparpillaient les cheveux de la morte. Cependant, j'étais comme frappé de stupeur et je ne bougeais pas. Je vous laisse découvrir la suite. Donc vous voyez dans quel univers nous nous trouvons. Celui, bien entendu, des contes et légendes ancestrales, reteintés de fantastique un peu terrifiant. Et c'est l'occasion de dire ici que le fantastique fin de siècle se trouve en quelque sorte au point de convergence ou de rassemblement, non seulement de thématiques, non seulement de figures classiques, traditionnelles du fantastique, mais se présente au fond comme une sorte de, de grande visite nouvelle de tout ce qui a pu s'écrire depuis les origines de l'évocation, de tout ce qui relève de l'étrange, du surnaturel, du bizarre, etc. Comme si, au fond, c'était une manière à la fois de faire un bilan et de tout retravailler avec le style de l'esthétique décadente et ou symboliste. Hein. La fin de siècle, au XIXe siècle, est aussi cela, une manière de revisiter toute la littérature antérieure et de la recolorer avec l'esthétique typique du décadentisme et du symbolisme. Comme si la fin de siècle était en quelque sorte le point d'aboutissement, quitte à ce que ce point d'aboutissement soit une manière de terminus. L'idée que peut-être il n'est plus possible, au-delà, de créer, d'inventer du nouveau, de ne pouvoir écrire que
en privilégiant la beauté du style, comme si l'écriture était devenue avant tout un art de l'expression, de la métaphore, comme si écrire, c'était en quelque sorte adopter, pour reprendre l'expression des Goncourt, un style artiste. Autre auteur tout à fait représentatif de cette époque, il s'agit de Jean Lorrain. Jean Lorrain, c'est un nom de plume, hein. Le vrai nom de Jean Lorrain a été Martin Duval. Et Jean Lorrain publie un recueil de nouvelles intitulé Histoire de masques, au pluriel, qui paraît en 1900. Alors j'ai pensé qu'en ces temps de Covid, des histoires de masques pouvaient être en quelque sorte en phase avec l'actualité. Donc celle que je vous ai choisie et dont je vous donne un très très large extrait, c'est tout simplement un narrateur qui raconte une étrange aventure où il s'est rendu à un bal masqué. Et il va se trouver dans un bal qui est qualifié d'emblée comme étant un étrange bal, dans lequel d'ailleurs on ne danse pas, où les personnages présents sont muets, sans un geste, engoncés dans de longues cagoules de draps d'argent aux reflets morts, et ils sont tous semblables, gainés dans une robe identique, d'un vert blême comme soufré d'or, dit le texte, à grandes manches noires, et tous encapuchonnés de vert sombre, avec, dans le vide du capuchon, les deux trous d'yeux de leur cagoule d'argent. Et il va découvrir, en s'avançant vers l'un des masques, qu'il va soulever brusquement, qu'il n'y a rien derrière. Horreur! Il n'y avait rien, rien. Mes yeux hagards ne rencontraient que le creux du capuchon. La robe, le camail étaient vides. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Fou de terreur, j'arrachai la cagoule du masque assis dans la stalle voisine. Le capuchon de velours vert était vide, vide le capuchon des autres masques assis le long des murs. Tous avaient des faces d'ombre, tous étaient du néant. Et lui-même va croire, en se précipitant vers une glace, pour voir à quoi il ressemble maintenant, qu'il est semblable à tous les autres, et il va soulever sa propre cagoule, le masque, et découvrir qu'il n'y avait rien sous le masque, rien dans l'ovale du capuchon, que le creux de l'étoffe arrondi sur le vide. J'étais mort, et point de suspension, et c'est là que l'ami auquel il raconte cette histoire va intervenir et lui dire, je cite, « Et tu as encore bu de l'éther ?» grondait dans mon oreille la voix de Jaquel, celui avec lequel il s'était rendu au bal et qu'il avait laissé là. « Singulière idée pour tromper ton ennui en m'attendant. » J'étais étendu au milieu de ma chambre, le corps glissé sur le tapis, la tête posée sur mon fauteuil, et de Jaquel, en tenue de soirée, sous une robe de moine, donnait des ordres fébriles à mon valet de chambre ahuri, tandis que les deux bougies allumées arrivaient à leur fin, faisaient éclater leurs bobèches et m'éveillaient. Il était temps. Donc, vous retrouvez un schéma que nous avons déjà souvent rencontré, où, à la fin de l'histoire, du récit, du conte, de la nouvelle, le personnage qui a vécu cette expérience terrifiante, ou bien se réveille, donc c'était un cauchemar, ou bien se trouve tiré de l'état dans lequel il se trouvait, souvent sous l'influence de l'alcool ou de la drogue,
et se persuade que ce qu'il a vécu était pure illusion. Mais bien sûr, un doute peut toujours rester. Ce n'est pas nécessairement le cas ici, mais vous voyez que le procédé de construction du conte avec le retournement final est tout à fait classique. Et je vous recommande, hein, là encore, l'intégralité de ces histoires de maths. Pratiquement tous les textes que je vous cite sont aisément disponibles en ligne sur divers sites, et même un certain nombre d'entre eux ont été publiés, republiés, parfois dans des éditions récentes. Autre auteur de cette époque, qui lui aussi publie un recueil d'histoires fantastiques ou surnaturelles ou étranges ou bizarres. Il s'agit de Rémy de Gourmont. Et Rémy de Gourmont publie des histoires magiques en 1894. Et celle que je vous ai choisie, et qui figure presque intégralement dans les textes, s'intitule Danaët. Danaët, c'est la petite Danaé. Vous savez que dans la mythologie, Danaé a été aimée par Jupiter, qui s'est transformé en pluie d'or pour convoler avec elle. Et donc là, la jeune Danaët va être tout à fait attirée par la neige qui tombe, et qui va, au moment où elle fait sa toilette, désirer se trouver seule avec cette neige fascinante. Elle voulait être seule avec la neige. Sa toilette n'était qu'à moitié, elle n'y songeait plus, et assise sur un divan près du feu, elle regardait, fascinée, le vol incessant et lumineux des plumes neigeuses et angéliques. Sa toilette, oh quel ennui, 2 ou 3 fois par semaine. L'adultère est agréable, certainement, les premiers jours, on va vers l'inconnu, on se tend comme une voile au souffle impérieux et doux qui vous pousse à des baisers nouveaux, on est gonflé de curiosité, on ne pense à rien qu'au plaisir d'une initiation nouvelle et plus complète, le péché apparaît tel qu'un baptême à l'ingénuité relative de la pécheresse, mais si intense que soit pour les petites détraquées cette sensation du renouveau par le mensonge, elle est brève et traîne après elle un détestable frère jumeau nommé l'ennui. Et bien là, pour tromper son ennui, eh bien, Danaët va se livrer à une sorte d'adultère avec les flocons de neige. En vérité, la neige l'a violée et l'a possédée, et Danaët se laissait faire, curieuse de cet adultère nouveau, toute livrée au plaisir ineffable et presque effroyable d'être l'amoureuse proie d'un divin caprice et l'amant élue par le rêve de quelques anges devenus soudain pervers. Donc très, très jolie réécriture du mythe de Danaé, ici avec un assaisonnement érotique assez, assez intéressant. Je vous disais au tout début que dans la littérature décadente et aussi dans la littérature symboliste, la dimension érotique était très souvent présente. Vous en avez ici un magnifique exemple. Alors pourquoi est-ce que l'érotisme est aussi important dans la littérature décadente? Tout simplement parce que dans l'esthétique décadente, il y a une valorisation du corps féminin, une exacerbation du désir, une recherche permanente de la jouissance, et par conséquent, eh bien, l'érotisme devient une dimension essentielle de la littérature. Non pas qu'il était absent auparavant, bien entendu, mais dans la littérature décadente, c'est particulièrement prononcé.
ce qui permet d'établir une manière de rapport plus ou moins imaginaire avec ce qu'est censé avoir été la décadence romaine dans l'imaginaire du 19e siècle et singulièrement de la fin du 19e siècle. L'auteur suivant que je vais évoquer, c'est Henri de Régnier. Alors Henri de Régnier est surtout connu aujourd'hui pour ses recueils poétiques, avec les célèbres Je t'aime bien plus qu'hier et bien moins que demain. Bon, ça fait partie de la, comment dire, des citations les plus courantes, les plus rebattues, les plus usées, devenues un poncif. Mais Henri de Régnier est un auteur, bon, d'une part, qui a eu un énorme succès, mais il a également écrit, lui, des histoires incertaines. Il y en a 3 dans le recueil, paru en 1919, et celle que j'ai choisie s'intitule Marceline ou la punition fantastique. Pour le coup, l'adjectif figure dans le titre. Et il s'agit de l'histoire de marionnettes vénitiennes de la Commedia dell'arte, qui se vengent d'une fable horrible et tyrannique. Alors je vous ai mis un très très long extrait, tout à fait volontairement, tout simplement parce que je pense ne pas vous faire injure en pensant que vous n'avez peut-être pas lu récemment les histoires incertaines d'Henri de Régnier, et pour vous montrer que Henri de Régnier est un auteur qui mérite mieux que cette réduction à quelques vers que l'on trouve un peu partout. Alors, et c'est aussi parce que c'est une reprise de ce qu'on pourrait appeler le mythe vénitien, hein, dans la littérature. Euh, depuis le XVIIIe siècle, Venise est identifiée comme la ville des plaisirs, la ville des masques, la ville du carnaval, comme la ville à la fois de la beauté dans tous les domaines, la ville de toutes les séductions, la ville de tous les plaisirs, et quoi de plus simple en quelque sorte que de retourner toutes ces valeurs de Venise et de tout ce que Venise peut évoquer en son envers fantastique, terrifiant, bizarre, surnaturel. Donc c'est ce à quoi ce livre Henri de Régnier, alors même si nous sommes en 1919, nous sommes tout à fait dans la continuité de la littérature décadento-symboliste des années 1880-1890. Donc je vous laisse lire ce long extrait de Marceline. Le dernier auteur que j'ai choisi, c'est Maurice Renard. Alors Maurice Renard, pourquoi Parce que c'est un auteur qu'on trouve au confluent du fantastique, du roman d'anticipation et de la science-fiction. C'est un auteur majeur que l'on redécouvre depuis quelques années, qui a été trop longtemps cantonné dans la littérature populaire et avec en quelque sorte comment dire, la péjoration qui est encore trop souvent malheureusement attachée à la littérature populaire, qu'un certain nombre de chercheurs et d'universitaires s'emploient aujourd'hui en quelque sorte à réhabiliter, parce que la littérature populaire, outre le fait qu'elle a été énormément lue, est aussi le lieu littéraire où on voit se déployer
la totalité des thèmes qui sont traités par, je mets des guillemets, la grande littérature. Il y a une osmose parfaite. Mais le discrédit qui a été longtemps attaché aux auteurs de la littérature populaire vient de au moins je dirais, deux causes principales. La première, c'est que les auteurs de la littérature populaire, au XIXe siècle en particulier, mais c'est encore vrai pendant les premières décennies du XXe siècle, sont des écrivains de feuilleton. Et par conséquent, ils tirent un peu à la ligne. C'est bien normal, puisqu'ils sont rétribués, doublement par la parution quotidienne ou hebdomadaire et puis la parution en volume. Et que donc l'écriture feuilletonesque induit un certain nombre de procédés d'écriture et de caractéristiques stylistiques considérées à tort ou à raison comme étant assez triviales. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les auteurs de littérature populaire ont une propension à utiliser toutes les recettes jusqu'à satiété, selon un principe de répétition. Et par conséquent, on leur reproche, souvent à tort d'ailleurs, de ne pas souvent se renouveler, au fond, d'écrire X fois le même roman. Et en réalité, ce n'est pas vrai, en tout cas pour les meilleurs d'entre eux. Et je rappellerai qu'un auteur comme Alexandre Dumas a été souvent assimilé à ce type de littérature, a été considéré comme ayant écrit de la littérature populaire, parce qu'il écrivait des feuilletons, etc. Or, nous savons aujourd'hui que Alexandre Dumas est un des plus grands auteurs de la littérature du XIXe siècle. Donc, je termine ici mon plaidoyer en faveur de la littérature populaire. Une littérature populaire qui a évidemment eu recours de manière massive au fantastique, mais aussi à l'anticipation et à la science-fiction. Et c'est pour ça que Maurice Renard est un écrivain vraiment tout à fait intéressant, et j'aurai l'occasion de vous en reparler lors de la prochaine conférence qui portera sur le roman d'anticipation. Mais ici, le Maurice Renard qui nous intéresse, c'est celui qui écrit également un recueil de nouvelles, de récits, Fantômes et Fantoches, en 1905. Alors c'est paru sous le pseudonyme de Vincent Saint-Vincent. Et l'histoire que je vous ai transcrite, c'est la fêlure, en tout cas, je vous ai transcrit oui, c'est pratiquement, non, je crois même que c'est l'intégralité. Et je vous lis le début, qui est une belle façon d'entamer ce type de récit. Puisque notre ami, le romancier Salvien Farge, vient de mourir à l'hospice des aliénés où nous l'avions mené secrètement, je ne vois pas pourquoi ces pages resteraient inédites. Pardonnez-moi. Ce sont les dernières d'une sorte de journal qu'il tenait fort irrégulièrement lors de sa lucidité, et l'intérêt en réside surtout dans la date 16 octobre 1902. À cette époque précise, en effet, se manifestent les premières incohérences de Farge. S'il eût recouvré la raison et se fût remis à écrire, jamais ces feuillets n'auraient été divulgués, de peur qu'une telle confession ne nuisît au succès de son auteur, car si le public lisant adore les folies, c'est à condition de les croire l'œuvre d'un sage. 16 octobre 1902. Je vais relater l'aventure d'hier au soir, d'abord à cause de son caractère surnaturel, et aussi parce qu'en l'écrivant, je serai forcé d'en revoir méthodiquement les phases, ce qui m'aidera peut-être à la comprendre. Donc, là, la captation d'intérêt fonctionne très très bien.
Et donc, cette histoire va se terminer de manière dramatique. Je vous laisse la découvrir. Et peut-être sera-ce l'occasion pour vous de découvrir cet auteur Maurice Renard, non pas oublié aujourd'hui, hein, loin de là, mais encore, je dirais, trop peu apprécié pour tout ce qu'il a pu apporter, d'une part à la littérature populaire, et d'autre part au genre ou aux thèmes qui nous intéressent. Donc j'aurais pu choisir encore bien d'autres auteurs, j'aurais pu vous indiquer ou vous rappeler un certain nombre de textes plus connus que ceux que j'ai choisis. Je voulais simplement, je dirais en quelque sorte, élargir le périmètre des textes littéraires de cette époque, essentiellement pour vous inciter à en lire quelques-uns, pour découvrir tel ou tel aspect de la production littéraire de ces auteurs, et pour tout simplement pour prendre plaisir à les lire. Ils sont tous, pas relativement, ils sont tous fort bien écrits. Hein. On savait bien écrire à la fin du 19e siècle. Et même chez des auteurs presque oubliés aujourd'hui, eh bien, il y a une réelle qualité d'écriture et une très très grande variété de types d'histoires et de thématiques que l'on peut rassembler dans ce domaine considérable de la littérature fantastique. Donc à partir de la prochaine conférence, nous quitterons le fantastique proprement dit pour entrer sur le territoire du roman d'anticipation, puis de la science-fiction, en n'oubliant pas ce que j'avais pu dire au tout début de ce cycle, lorsque j'avais eu le plaisir de vous voir physiquement, de pouvoir faire plus de digressions, de pouvoir faire plus de plaisanteries, de pouvoir mieux apprécier vos réactions, répondre à vos questions, etc. Enfin, tout ce qui fait vraiment la chair d'une conférence, au lieu de cette présence quasi statique devant un écran. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que les frontières entre fantastique, anticipation et science-fiction sont des frontières à la fois poreuses et mobiles. Et que bien souvent, on constate que telle ou telle œuvre va proposer un mixte de ces différentes dimensions ou de ces différentes caractéristiques génériques. Donc ne cherchons pas à établir des distinctions qui soient trop rigides ou trop fixes, parce que bien souvent ça ne fonctionne pas, mais mettons plutôt en évidence les interférences, les interconnexions, les reprises, les imitations, les allusions, l'intertextualité, hein, c'est-à-dire la présence dans un texte d'un ou plusieurs autres textes en filigrane, parfois de manière un peu explicite avec la citation, sous forme de clin d'œil, parfois de manière plus discrète, plus secrète, mais que l'on repère quand même aisément. Donc voilà pour cette conférence qui aurait dû se tenir le 12 décembre. Je souhaite avoir le grand plaisir de vous retrouver le plus tôt possible, dans des conditions à peu près normales, et je vous souhaite de bonnes lectures, pas seulement à partir de ce que je vous indique, mais lire est encore un des meilleurs moyens de garder à la fois
espoir dans un avenir dont on ignore encore à peu près tout, mais aussi de s'évader, de penser à autre chose, ou de penser à ce qui nous arrive, mais d'une manière plus critique, plus distancée. Donc je vous dis, premièrement, ben, merci de me regarder et de m'écouter si vous en avez l'occasion, et à bientôt, je l'espère.